Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Je vote pour la science. Il y a peu de temps, le dévoilement d'un sondage international destiné à connaître les régions du monde où l'on est le plus allergique à la vaccination, ou du moins quels sont les pays où la population s'annonce craintive ou refuse en plus grand nombre de se faire vacciner. Cette étude visait à comprendre quelles sont les poches de résistance à la vaccination dans le monde et par là même les raisons sous-jacentes derrière ce refus de cet acte médical, pourtant si peu controversé scientifiquement. Au Québec aussi, des chercheuses se sont intéressées à l'attitude des parents face à la vaccination. Elles ont découvert que même si la population reste largement favorable, de plus en plus de parents québécois hésitent. Ils ont leurs raisons que nous allons découvrir au cours de cette émission. Pour parler de l'étude internationale, je rejoins mon collègue et rédacteur en chef de l'agence Science Presse, Pascal Lapointe. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Alors, la principale surprise de cette étude est que le pays en tête de peloton des sceptiques est la France. Effectivement, 41% des gens en France qui disent que les vaccins sont pas sécuritaires. Il ne s'agit pas d'un produit sûr, et comparativement à une moyenne mondiale d'à peu près 12-13%. C'est, pour donner une idée, la deuxième place est occupée par la Bosnie-Herzégovine avec 36%, suivi de la Russie 28%. Donc, avec 41%, la France est vraiment toute seule en tête du peloton. Pourquoi? Comment les chercheurs expliquent ça? Ils n'ont pas d'explication là-dessus. Ils risquent quelques hypothèses en étant conscients que c'est très vague. Par exemple, certains vont évoquer, il y a eu une campagne de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90 en France, pendant laquelle des rumeurs de théorie du complot avaient circulé. On prétendait qu'il y avait un lien entre ce vaccin et la sclérose en plaques. Ça a été très fort au point où le gouvernement avait même interrompu la campagne de vaccination en 1998. Finalement, il n'y a jamais eu de lien, mais c'est resté comme rumeur. Sauf que le problème avec cette hypothèse-là, c'est qu'il y a eu plein de pays comme ça dans le monde industrialisé où il y a eu des rumeurs de théorie du complot similaires et aucun d'entre eux n'arrive avec un taux de scepticisme aussi élevé que la France. Il y a quelqu'un aussi qui a fait un rapprochement avec l'homéopathie. La France a une industrie nationale, si on peut l'appeler comme ça, qui est l'homéopathie, la plus grosse multinationale de l'homéopathie, Boiron, une compagnie française. Et quand on a une industrie nationale, ça veut dire que ça crée beaucoup d'emplois, donc plus de sympathie au sein des gouvernements, du monde de la culture et des médias. Est-ce qu'il serait possible que cette sympathie-là face à l'homéopathie puisse être liée à une antipathie face aux vaccinations et la médecine? On ne le sait pas. Ce serait une hypothèse intrigante à vérifier, mais c'est très, très étrange de voir la France ressortir du lot comme ça face au vaccin. Oui, parce que la compagnie Boiron, je doute qu'elle fasse l'apologie de la vaccination. Évidemment. On peut dire qu'un scepticisme face à la médecine en général va de pair avec une grande sympathie pour l'homéopathie, mais là encore, ici même au Québec, on peut facilement trouver des produits homéopathiques en pharmacie, et ça ne veut pas dire que les Québécois sont pour autant férocement anti-vaccination. Oui. L'Europe semble aussi sortir du lot. Comment la chercheuse l'explique-t-elle? C'est sûr que le taux, là où il y a un plus haut taux de scolarisation et d'accès à Internet, il est plus facile, si on est déjà sceptique face à la vaccination, de trouver un peu partout des gens qui pensent comme nous et donc qui renforcent notre opinion. On appelle ça le renforcement positif. Alors ça pourrait être une explication pour le fait que le taux de vaccination soit le taux de scepticisme soit le plus élevé en Europe. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Quand on regarde le fait que les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres, sont ceux où il y a le plus haut taux de satisfaction et de confiance face à la vaccination, il faut comprendre que dans beaucoup de cas, ce sont des pays où les campagnes massives de vaccination n'ont eu lieu que dans les années 90, même dans certains cas 2000, avec pour résultat qu'on a aujourd'hui plein de jeunes adultes, de gens dans la vingtaine, la trentaine, dans des pays d'Afrique ou d'Asie, qui se souviennent de l'avant et de l'après-vaccination, qui peuvent même voir dans certains cas les conséquences. Dans leur village, le nombre de gens atteints de rougeole a diminué en flèche, alors que dans l'autre village où la campagne de vaccination n'est arrivée que quelques années plus tard, il y a eu plein de cas de rougeole et même des décès. Alors qu'ici, au Québec, on ne connaît plus ça. Toute personne de moins de 40 ans au Québec est née dans un monde où la rougeole, la rubéole, les oreillons, ça n'existait pratiquement plus. Alors, forcément, c'est
c'est pas étonnant que dans les pays les plus pauvres, les gens se souviennent, aient vécu cette époque-là et par conséquent de bonnes raisons de se souvenir que la vaccination c'était efficace et c'était sécuritaire et ça a eu des conséquences tangibles. Oui, présente-nous ce sondage international. Combien de pays ont été sondés finalement? Il y a 67 pays qui ont été sondés, en tout 66 000 personnes interrogées, dont 964 en France. Le but était vraiment de sonder les attitudes face à la vaccination. D'ailleurs, si les gens sont intéressés, ils ont même créé un site spécialement pour ça, ce qui s'appelle le Vaccine Confidence, State of Vaccine Confidence 2016. Et leur question portait sur, est-ce que vous pensez que les vaccins sont sécuritaires? Est-ce que vous pensez que les vaccins sont efficaces? Est-ce que vous pensez qu'ils sont utiles? Et ils ont tout comparé ça par pays. Incidemment, ils ont comparé ça par tranche d'âge aussi. Et on ne sera pas étonné, considérant ce que je viens de dire sur les époques, que les personnes âgées soient systématiquement partout celles qui sont les plus confiantes face à la vaccination, celles qui jugent que c'est le plus sécuritaire. Si c'est un sondage en ligne qu'on peut consulter, est-ce qu'il va y avoir d'autres années aussi? C'est pas dit. Je pense que certains le soupçonnent, mais étant donné qu'ils l'appellent 2016, ils espèrent probablement avoir des fonds pour reprendre l'étude parce qu'une telle étude comparative aussi large, ça s'était jamais fait. Donc, on est incapable de dire si à l'échelle mondiale, il y a une augmentation, une diminution. Tout ce qu'on peut faire, c'est comparer certains pays et peut-être voir si c'est plus ou moins fort les craintes face à la vaccination que jadis, mais à savoir s'ils vont reprendre une étude internationale de cette ampleur-là, c'est pas sûr, mais je pense que c'est un de leurs espoirs de la part des chercheurs, oui. Oui, donc parle-moi des pays en voie de développement qui ont peut-être moins accès à la vaccination. Comment ils se positionnent là dans ce sondage? Par exemple, la région où il y a plus haut taux de confidence, c'est l'Asie du Sud-Est, qui est immédiatement suivie par l'Afrique. Le pays où il y a moins de 1% qui ont dit qu'il n'a pas confiance dans les vaccins, c'est le Bangladesh, qui est justement un des pays où les campagnes massives de vaccination ont atteint toutes les régions rurales le plus tard dans notre histoire. On parle des années 90 et même début des années 2000 pour les villages les plus reculés. Donc, c'est intéressant de voir quand on regarde la liste des pays qu'effectivement, on pourrait pratiquement faire une corrélation entre ceux qui ont été vaccinés le plus tardivement et ceux qui ont le plus de raisons de juger que les vaccins sont efficaces et sécuritaires. Il y a un petit détail aussi sur la religion qui est intéressant. Dans certains pays d'Afrique, par exemple, on a deux grosses communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes. Il n'y a aucune différence par religion. Autrement dit, il n'y a aucun cas où on peut dire, si on est de telle religion, on a plus de chances d'être anti- ou pro-vaccination. Non. Là où il y a des différences, ça semble vraiment être une question de classe sociale ou de scolarisation ou d'années de distance dans le temps par rapport à la campagne de vaccination chez nous. Oui, d'éducation. Et comment nous, on se positionne, le Canada ou le Québec? Je ne sais pas s'ils ont été par province, ils ont peut-être été juste Canada, États-Unis. C'est plutôt Canada et États-Unis, puis on est dans le milieu du peloton, à peu près au même niveau que les États-Unis. La chercheure émet une hypothèse sur les États-Unis. Elle a l'impression, parce que là-bas, il y a eu plus d'études régionales, elle a l'impression que si elle avait pu faire une étude plus fine, État par État aux États-Unis, on pourrait sans doute voir des grosses disparités. Autrement dit, il y a certains États ou certaines régions d'États où il y a un plus haut taux de vaccination parce qu'il y a quelque chose de particulier dans le type de population qui s'y trouve ou l'historique et ainsi de suite. Mais sinon, globalement, les États-Unis sont dans les 12-13% de gens qui sont sceptiques, qui jugent que les vaccins ne sont pas sécuritaires, ce qui est à peu près la moyenne mondiale. Et au Canada, on est dans la même fourchette. Oui, je ne sais pas si elle s'était penchée sur le Canada aussi, les différentes provinces. Peut-être que le Québec versus la Colombie-Britannique, il y aurait des différences aussi. C'est possible, oui. Merci beaucoup. On était en compagnie de Pascal Lapointe, ancien co-animateur de l'émission, puis rédacteur en chef de l'agence Science Presse, qui nous parlait donc de l'étude internationale sur l'attitude face à la vaccination. Merci. Merci, Isabelle.
Des chercheuses québécoises se sont penchées sur l'attitude des parents d'ici vis-à-vis de la vaccination. Au Québec, les chiffres sont favorables, mais elles notent une hausse de méfiance chez certains. Pour en parler, je rejoins Ève Dubé, professeure associée au département de médecine sociale et préventive et d'anthropologie de l'Université Laval et membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec et co-auteure de l'étude. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, il faut rappeler que majoritairement les Québécois et donc les parents québécois sont pour la vaccination, n'est-ce pas? En effet, c'est près de 9 parents sur 10 dont l'enfant est complètement vacciné, donc a reçu tous les vaccins recommandés, ce qui est, somme toute, quand même très bien. Avez-vous été surprise dans votre étude de la hausse de méfiance de certains parents face à la vaccination? Ça peut paraître inquiétant. Par contre, socialement et culturellement, c'est peut-être pas si surprenant. Dans les dernières années, on a beaucoup encouragé les gens à s'impliquer, s'investir dans leurs décisions de santé, à faire des choix éclairés, à bien s'informer avant de faire un choix, de prendre un médicament, de suivre un traitement. Donc, je pense que les critiques ou les questionnements des parents par rapport au vaccin sont légitimes et s'inscrivent là dans cette tendance-là à bien s'informer, faire un choix éclairé, donc avoir beaucoup de questions. Et là, effectivement, on peut tomber sur toutes sortes d'informations parfois assez dramatiques ou inquiétantes là, qui peuvent nous rendre plus critiques par rapport à la vaccination. Oui, sur Internet particulièrement. Hein. Voilà. Quels sont leurs arguments de ces parents-là qui se méfient de la vaccination? On s'inquiète surtout principalement de la sécurité des vaccins. Donc, on a des craintes par rapport aux effets secondaires, que ce soit à court terme ou à long terme. On peut avoir peur de la douleur. Souvent des inquiétudes par rapport à la surcharge du système immunitaire, le fait que les bébés sont petits, puis que de leur injecter plusieurs vaccins pourrait surcharger leur système immunitaire. C'est les choses qu'on entend le plus souvent. L'autre groupe d'arguments, c'est par rapport aux maladies prévenues, donc une espèce de perception que ces maladies-là sont pas tellement graves ou sont disparues au Québec. Oui, que ce sont des vieilles maladies et peut-être qu'il y aurait trop de vaccins donnés à des petits bébés, c'est ça? Voilà. Qui sont ces parents qui hésitent? Est-ce que vous pouvez faire un petit peu leur portrait? Généralement, et c'est encore un champ qu'on doit explorer, mais généralement, ce sont des parents instruits, aisés, qui sont très investis dans leur relation avec leurs enfants. Ce sont souvent aussi des gens qui vont avoir remis en question d'autres interventions. On fait parfois des liens entre l'hésitation à la vaccination ou le refus de certains vaccins et le refus, par exemple, de l'injection de vitamine K à la naissance. Ou, donc, c'est des parents qui vont avoir peut-être une petite tendance à une approche un peu plus naturelle de la santé. Oui, ce n'est pas donc par un manque d'éducation, ce serait plus peut-être un manque de confiance dans les informations données par les professionnels de la santé, c'est ça? Et voilà. Souvent, la réponse de la santé publique face à l'hésitation à la vaccination, c'est de fournir plus d'informations ou de chercher à éduquer les gens, alors que ce qu'on comprend, c'est que ces gens-là, ils sont très à l'aise pour rechercher de l'information, ils ont un bon niveau d'éducation, ils sont capables de comprendre. Leur besoin, c'est plus d'être écoutés dans leurs craintes et inquiétudes et d'avoir des réponses qui leur parlent, pas un petit dépliant avec plein de statistiques. Où est-ce qu'ils prennent leurs sources d'information, ces parents-là? Et les autres parents, bien sûr? Les professionnels de la santé, donc le médecin, l'infirmière, ont un rôle clé à jouer. On sait par contre que souvent dans les rencontres, le temps est limité. Donc, c'est sûr que si on a beaucoup de questions, puis on arrive au moment de la vaccination de 2 mois, puis qu'on veut poser toutes ces questions-là à l'infirmière qui vaccine, il faut comprendre que le rendez-vous est prévu d'une durée de 10 minutes. Donc, l'infirmière, elle peut pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions-là. Donc, les parents peuvent se tourner vers d'autres sources, entre autres Internet, les médias sociaux, des sources écrites.
On remarque aussi dans nos études que beaucoup vont s'appuyer sur leurs réseaux sociaux. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'hésitation, ça peut se répandre dans les réseaux sociaux par rapport. On a un ami qui nous parle, donc des gens en qui on a confiance. Oui, les parents se parlent, hein? Les parents se parlent d'un parent à un autre. Et une mauvaise expérience peut se propager finalement dans un réseau de parents. C'est ce qu'on voit, ce qu'on observe aussi dans nos études. Donc, l'influence importante des réseaux sociaux. Nous retournons avec Ève Dubé, professeure associée au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval et membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec. La première indication, c'est aussi pour vous le retard de la vaccination. C'est un bon indice de l'hésitation qu'ont certains parents à faire vacciner leur enfant. Qu'avez-vous trouvé à ce sujet dans votre étude? C'est sûr que c'est un phénomène difficile à mesurer parce que ce qu'on observe, c'est le carnet de vaccination. Donc, ce qu'on a, c'est les dates où est-ce que le parent a fait vacciner son enfant. Puis ensuite, on a posé certaines questions sur les attitudes et les opinions par rapport à la vaccination. Donc, on peut faire des liens. On voit que les parents qui ont des attitudes plus négatives ont une proportion plus importante de retard dans la vaccination. Par contre, parfois ça peut aussi être, ce qu'on observe, c'est que parfois les gens ont de la difficulté à obtenir un rendez-vous. Ils auraient peut-être fait vacciner leur enfant dans les temps. Donc, c'est très, très difficile d'avoir une bonne mesure de ce phénomène-là parce que l'hésitation, c'est un peu flou, c'est un peu c'est une ambivalence, c'est difficile à mesurer. Combien de parents hésitent et combien de parents retardent en fait les vaccinations, les vaccins? On estime qu'environ le tiers des parents vont être hésitants par rapport à la vaccination, mais de ce nombre-là, il y en a encore moins qui vont retarder. Donc, c'est en bas de 10% qui vont retarder. Puis, tout dépendant quand est-ce qu'on mesure la couverture vaccinale, souvent, ces parents-là vont finir par rattraper leur retard. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire vont retarder un peu, mais l'enfant va finir par recevoir tous ses vaccins sur un calendrier un peu décalé. Donc, oui, parce qu'entre-temps, les parents se parlent et finissent peut-être à se rallier au message de santé publique. Oui, leur enfant grandit, donc là, ils ont l'impression que le vaccin va être mieux toléré ou que la vaccination va avoir moins d'enjeux. L'origine de votre étude, au départ, c'était un souci de retrouver, de cerner ce phénomène-là de parents hésitants? Oui, dans le fond, il y a régulièrement des études pour mesurer la couverture vaccinale parmi les enfants. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'enfants sont protégés contre quelle maladie. Mm-hmm. On a ajouté un volet pour mesurer les opinions, les attitudes, pour essayer de capter ça, entre autres pour intervenir. Parce que on pense que si ces parents-là sont écoutés, puis que si on répond bien à leurs craintes et leurs doutes, vont poursuivre la vaccination de leur enfant. Oui, qu'il y a un retard finalement, ça ne sera pas une non-vaccination, c'est ça? Voilà, parce qu'on sait que les vaccins reçus dans les premiers mois de vie font foi de ce qui va se passer souvent dans la vie future de l'enfant. Donc, si on refuse les premiers vaccins, souvent l'enfant ne va pas recevoir le vaccin contre le VPH ou l'hépatite à l'école. Oui. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus difficile pour les parents où les parents ont plus de craintes que d'autres ou qui perçoivent peut-être moins important ou moins urgent, je ne sais pas? Les vaccins les plus remis en question, ce qu'on voit, c'est le vaccin contre le rotavirus qui protège contre les gastro-entérites, le vaccin contre la varicelle et le vaccin contre la grippe. Et essentiellement, ces trois vaccins-là sont perçus souvent comme non nécessaires. Donc, les parents pensent que c'est pas nécessaire. Une gastro, c'est pas très grave. La varicelle, tout le monde l'a eu quand on était petit. Donc, il y a cette espèce d'impression-là. Oui. Est-ce que c'est aussi les parents qui se vaccinent moins eux-mêmes contre la grippe, justement, ou contre certaines maladies? Est-ce qu'ils vont avoir tendance à moins vacciner leurs enfants quand eux ne sont pas vaccinés, finalement? Ce
qu'on a observé, puis c'est une étude qualitative, c'est sûr que notre programme de vaccination québécois, il y a très peu de vaccins qui sont destinés aux adultes en bonne santé qui ne voyagent pas. Même le vaccin contre la grippe, il va être offert gratuitement seulement aux personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont âgées de 60 ans ou plus. Donc, un Québécois, une Québécoise en bonne santé qui ne voyage pas n'a pas nécessairement beaucoup de vaccins à recevoir, à l'exception de son rappel contre le tétanos et du vaccin contre la coqueluche. Donc, c'est difficile de faire des parallèles entre l'hésitation à faire vacciner son enfant et sa propre vaccination. Mais ce que j'ai observé dans mes études qualitatives en parlant avec des mères, c'est qu'il y a des mères qui ont voyagé, qui ont reçu des vaccins, par exemple, contre la fièvre jaune, toutes sortes de vaccins, mais qui hésitaient à faire vacciner leur bébé malgré tout. Donc, il n'y a pas forcément un lien vis-à-vis d'une crainte par rapport à nous-mêmes qu'on transmet à l'enfant. C'est plus par rapport à l'enfant. L'enfant qu'on perçoit comme fragile, pur et auquel on ne voudrait pas... rajouter quelque chose, finalement. Voilà. Ève Dubé, professeure associée au département de médecine sociale et préventive et d'anthropologie de l'Université Laval et membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça représente un défi pour les messages de santé publique? Oui, ces parents-là qui hésitent. L'enjeu principal par rapport à l'hésitation à la vaccination, c'est que les gens sont à la recherche d'une réponse personnalisée. Les parents hésitants veulent pas... sont au fait du calendrier, peuvent trouver que le calendrier vaccinal, c'est une bonne chose pour les autres enfants, mais ce qu'ils veulent, c'est une réponse pour eux, leur propre enfant. Donc, traditionnellement, la santé publique fait des campagnes de masse, donc c'est un message uniforme qui s'applique à tous, un calendrier de vaccination qui s'applique à tous les enfants. Donc, le plus facile ou notre porte d'entrée auprès de ces parents-là, c'est réellement les professionnels de la santé qui, eux, s'ils sont bien outillés, peuvent être en mesure de répondre adéquatement aux craintes et questionnements des parents, puis peut-être résoudre leur ambivalence par rapport à la vaccination. Oui. Est-ce qu'il y a des bons messages? Est-ce qu'il faut être transparent et tout dire par rapport à la vaccination ou au contraire? Moi, je crois que oui. C'est sûr que les vaccins sont pas 100% efficaces et 100% sécuritaires. On considère que les bénéfices emportent largement sur les risques, mais je pense que de pas vouloir mettre l'emphase sur les risques, ça peut, dans les faits, nuire. Puis c'est ce que les études démontrent aussi, là, que une approche transparente où est-ce qu'on fait état des faits, des connaissances et même de ce qu'on connaît pas ou ce qu'on a mal mesuré, ça, plutôt que de rendre les gens méfiants, au contraire, ça les rend plus confiants dans la source de l'information. Et prendre le temps de répondre aux questions aussi, je suppose, même si on n'a pas beaucoup de temps, si on a 10 minutes avec la maman ou le papa lors de la vaccination, prendre le temps de répondre à ces questionnements. Pas balayer d'une main peut-être en disant non, ça crée pas, ça cause pas l'autisme et point là. Oui, et souvent le pire, c'est que ce qu'on essaie d'enseigner aux professionnels de la santé, c'est de poser des questions pour savoir c'est quoi la crainte exacte du parent. Parce que si on va parler justement d'autisme à un parent qui avait aucune idée de cette fausse association-là, là on vient peut-être de planter la graine de la crainte. Donc c'est surtout d'être à l'écoute, de demander aux gens qu'est-ce qui les inquiète, puis là d'adapter notre message en fonction de ce que le parent a dit. Oui. Les récents cas de rougeole de l'an dernier, est-ce que ça a causé peut-être un peu plus de crainte ou au contraire ça a poussé les parents à avoir moins d'hésitation? Ce qu'on a vu et qui est intéressant, et là on n'a pas mesuré l'impact sur les attitudes des gens, mais ce qu'on a vu, c'est entre autres dans le discours médiatique entourant la vaccination, alors que jusqu'à avant ça, on avait tendance à
présenter les deux côtés de la médaille, donc à mettre un expert de santé publique avec une personne qui est plutôt anti-vaccin et là de confronter les idées. On a vu dans la dernière éclosion de rougeole, c'est réellement un discours médiatique qui appuyait fortement la vaccination, qui recommandait aux gens de se faire vacciner, qui à la limite était un peu méprisant envers les parents qui avaient des craintes. Donc c'est comme un changement dans le ton du discours ambiant. Oui. Et que pensez-vous de la récente étude qui révèle que la France se place en bonne dernière des sceptiques de la vaccination? Je suis pas tellement surprise parce que les couvertures vaccinales en France sont beaucoup moins bonnes qu'ici et ils ont eu beaucoup de controverses publiques entourant les vaccins dans ce pays-là. C'est sûr qu'il faut être prudent avant de dire que les Français sont plus négatifs par rapport à la vaccination parce que c'est 1000 personnes sur les millions de personnes qui vivent en France. Donc, il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives, mais il y a quand même une historique de scepticisme envers la vaccination plus grande chez les Français. Chez les Français et en Europe aussi? En Europe aussi, généralement. Plutôt donc, de l'autre côté de l'Atlantique, donc qui serait un peu plus sceptique. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Ève Dubé, professeure associée au département donc, de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, membre du groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec et co-auteur de l'étude dont on mettra le lien donc, sur la page de l'émission. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM à la régie Vital Côté. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou alors nous écrire. À la semaine prochaine. Merci. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de labo se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down with each stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy